Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change. Pour rester à l'écoute des marchés, vous nous retrouvez tous les jours à 20h30 à la télévision via vos box. Vous nous retrouvez également chaque jour en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une séance de détente pour les taux et notamment les parties très longues de courbes obligataires. Une séance de détente qui ne fait pas forcément une tendance. La pression reste élevée pour ces marchés obligataires souverains. Mais on a vu notamment une détente importante venant du Japon cette nuit avec des taux super longs japonais qui se sont très nettement détendus d'une vingtaine de points de base par exemple pour le 30 ans japonais après que le ministre japonais des Finances ait suggéré un ajustement possible du programme d'émission obligataire du Japon face aux tensions qu'on a pu voir s'aggraver encore ces derniers jours. Le Japon qui franchira un premier test important dès demain avec une émission obligataire à 40 ans qui sera évidemment particulièrement suivie. Ce mouvement de détente s'est diffusé aux autres courbes obligataires. On voit le 30 ans américain qui repasse sous le seuil symbolique de 5% aujourd'hui avec comme perspective la dérégulation bancaire qui pourrait permettre au secteur bancaire américain de soutenir un peu plus qu'il ne le fait aujourd'hui justement ces marchés de treasuries et puis des données d'inflation qui en Europe en tout cas militent pour plus de baisse de taux de la part de la Banque centrale européenne. On l'a vu avec la première estimation d'inflation en France publiée ce matin pour le mois de mai, une inflation qui tombe à 0,6% sur un an. On parle bien du chiffre sur un an pour l'inflation globale en France, légèrement sous les attentes du marché, ce qui fait dire à François Villeroy-de-Galhau que la normalisation de la politique monétaire de la Banque centrale européenne n'est pas encore terminée. Prochain rendez-vous pour la BCE, ce sera la semaine prochaine, le 5 juin, avec des taux qui passeront de 2,25 à 2% pour le taux de dépôt de la Banque centrale européenne. Voilà pour les mouvements de marché du jour. Les indices actions américains rattrapent un peu leur retard en rebondissant aujourd'hui. Pauline Gratel vous apportera tous les détails dans un instant. Les marchés anglo-saxons en général qui reviennent d'un week-end de 3 jours. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous évoquerons le grand succès du PER ces dernières années. La retraite par capitalisation qui ne dit pas son nom. Un PER dopé à l'ingénierie financière qui a permis également ce succès chez Premium, le groupe Premium, leader aujourd'hui du conseil et de la gestion de patrimoine en France. Nous évoquerons le PER avec l'une des sociétés qui a intégré récemment le groupe Premium, la société Neolife, spécialiste de l'ingénierie financière, et son cofondateur Alban Defolin sera avec nous en plateau dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés. Nous retrouvons Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Les indices européens évoluent en hausse modérée aujourd'hui. Oui, ils sont toujours portés par la décision de Donald Trump de reporter au 9 juillet les taxes de 50% sur les importations européennes. Mais les investisseurs sont prudents. Le Stoxx 600 est dans le vert en hausse de 0,3%. Le CAC 40 évolue en hausse modérée au-delà de 7800 points. Le DAX a inscrit un nouveau plus haut historique dans la matinée. L'indice allemand évolue en hausse de près de 1%. Le FTSE britannique qui était fermé hier gagne près de 1% au cours de la séance. Oui, au-delà des marchés britanniques, les marchés américains étaient également fermés hier pour Memorial Day. Oui, et ils réagissent donc seulement aujourd'hui au répit accordé par Trump sur les droits de douane pour l'Union européenne. Les marchés actions ouvrent en hausse de 1,5% pour le Nasdaq. Le S&P 500 est également dans le vert et gagne 1% dans les premiers échanges. En revanche, l'indice VIX de la volatilité reste bien ancré au-delà de 20. Que dire des obligations en général aujourd'hui et au Japon en particulier, Pauline? Après les récentes envolées des taux longs, le ministère japonais des Finances se tient prêt à ajuster son programme d'émission d'obligations. Cela pourrait impliquer une réduction des émissions à très longue échéance. Dans ce contexte, les taux longs japonais se sont détendus jusqu'à 19 points de base pour le 30 ans, qui tourne autour de 2,90%. Le rendement à 10 ans japonais évolue sous 1,50%. Les taux longs mondiaux se détendent mais restent néanmoins sous surveillance. Oui, aux États-Unis, le rendement à
10 ans s'établit sous 4,50%. Le rendement à 30 ans repasse sous les 5%, mais reste très proche de ce seuil. En Europe, le rendement allemand à 10 ans se détend également autour de 2,55%. Sur le marché des changes, le dollar reste sous pression face à un panier de grandes devises et l'euro-dollar se traite autour de 1,1370. En France, l'inflation est au plus bas depuis la période du Covid. Oui, l'inflation française en première lecture progresse de 0,6% sur un an en mai en données harmonisées, alors que le consensus attendait une hausse de 0,9%. Sur un mois, l'inflation recule de 0,2% contre des estimations à plus 0,1%. Le recul de l'inflation est dû à la baisse des prix de l'énergie et au ralentissement des coûts des services. Un mot des entreprises avec la société Elis sur le marché français qui brille après une communication aux investisseurs. Oui, le groupe de blanchisserie Elis a dévoilé ses objectifs à moyen terme qui sont salués par les investisseurs puisque le titre est en hausse de plus de 2%. L'entreprise table sur une croissance de son chiffre d'affaires entre 5 et 6% par an à taux de change constant. Le groupe vise une progression soutenue de ses résultats à moyen terme et souhaite poursuivre des acquisitions ciblées. Enfin, quel sera le programme de demain, Pauline, sur les marchés pour les investisseurs ? Les yeux des investisseurs demain seront tournés demain soir vers Salesforce et Nvidia qui publieront leurs comptes après la clôture des marchés. Salesforce qui vient par ailleurs d'annoncer l'acquisition de la société Informatica pour 8 milliards de dollars. Les minutes de la Fed et le PIB français en seconde lecture pour le premier trimestre sont également attendues. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Aymeric Blond est avec nous ce soir, gérant action chez Taylor Asset Management. Bonsoir et bienvenue Aymeric. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Anthony Morlet-Lavidali de nous accompagner également, économiste chez Rexecode. Bonsoir Anthony. Bonsoir Grégoire. Et Jean-François Robin à nos côtés, le directeur de la recherche de Natixis. Bonsoir Jean-François. Bonsoir à tous. Merci d'être là messieurs, ravi de vous retrouver. Commençons avec les taux et notamment les taux super longs. Jean-François, on s'est beaucoup intéressé aux parties très longues de courbe ces derniers jours. 20 ans bien sûr, même si c'est un point de courbe visiblement qui n'intéresse pas grand monde, m'ont appris les gérants obligataires, mais du 30 ans, voire du 40 ans japonais ont animé les marchés ces derniers temps. Qu'est-ce qui drive les mouvements et la volatilité de ces parties très longues de courbe ? On imagine quand même dans l'esprit de quelqu'un de normal que les perspectives à 30 ou 40 ans ne changent pas comme ça du jour au lendemain ou d'une heure à l'autre. Donc comment est-ce qu'on explique cette volatilité ? Et est-ce qu'il y a un risque de perte de contrôle de ces parties très longues de courbe ? Alors, on ne s'y intéresse pas, mais plus on va loin dans la courbe, et plus on a de la convexité, et plus on a de la volatilité quand même des prix, des obligations et donc des taux. Et donc, c'est quand même pas inintéressant de voir le mouvement en général. On pensait expliquer ce qui se passait aux États-Unis par une chose assez simple. La dette américaine qui explose, à côté de ça, les Français sont des Allemands. Le déficit américain, on voit bien, il est à 7% pas loin cette année, il sera encore à 7% l'année prochaine, peut-être 9% dans 2 ans, etc. La dette américaine, c'est 1000 milliards de plus tous les 3 mois. On va avoir peut-être 200% de dette sur PIB américaine d'ici 2050. Donc on est sur un truc assez délirant et on explique assez bien, de ce point de vue-là, le fait que les grands investisseurs non américains sur la dette américaine, je pense aux Chinois, je pense aux Japonais, je pense aux Européens, c'était un peu mis en retrait. En plus de ça, vous avez une administration américaine qui vous laissait entendre qu'ils avaient envie d'affaiblir le dollar. Vous n'avez pas tellement envie d'acheter les actifs quand la monnaie dans laquelle ils sont libellés va se déprécier. Ok, maintenant ce qu'on voit sur le Japon, c'est un petit peu au-delà de ce phénomène, au moment même où justement les Japonais ont plutôt tendance à rapatrier leurs fonds des États-Unis vers le Japon. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il se passe aujourd'hui un phénomène qui je pense est plus macroéconomique que ça. C'est un rééquilibrage mondial entre l'épargne et l'investissement. Il y a une compétition pour attirer l'épargne mondiale, ou en tout cas rapatrier sa propre épargne domestique, c'est tout l'objet d'ailleurs du rapport Draghi. Européens, arrêtez d'investir aux États-Unis, investissez chez nous. Il faut qu'il y ait des marchés de capitaux européens pour ça, etc., etc. Et les Japonais, c'est précisément ce qui se passe, c'est qu'on avait plutôt cette tendance à voir les Japonais se rapatrier. Et donc c'est un phénomène un peu plus, je dirais, large que ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des inquiétudes sur les soutenabilités des dettes, pas du tout soutenabilité au sens boule de neige et incapacité à rembourser, mais quand même, on a des taux d'intérêt japonais qui auraient fait rêver tous les assureurs japonais depuis 30 ans, mais personne ne va dessus. Et donc, il y a bien cette espèce de retrouver un point d'équilibre entre l'épargne et l'investissement. Et manifestement, on n'a pas encore tout à fait une vision claire sur où ça doit être dans un environnement de taux d'équilibre beaucoup plus élevé qu'il n'était avant, puisque tout le monde
doit investir dans la défense, dans la transition énergétique, dans la transition démographique. Je rappelle que le Japon, ils perdent 100 personnes par heure. Donc évidemment, ils ont des dépenses publiques qui ne nous font pas rêver non plus. Et ils doivent faire face à tous ces trucs-là. Donc il faut beaucoup plus attirer l'épargne, et y compris des propres investisseurs japonais, donc des taux plus élevés, donc toutes ces petites tensions. Ouais. Mais c'est une question de fine-tuning. On est dans une phase finale d'ajustement des prix sur ces parties très très longues. Avant quoi, Jean-François, de voir un rush obligataire, comme on n'a pas vu depuis des années maintenant. Je ne vous refais pas le coup de l'année des obligations, de Year of Bonds, etc. On l'a fait chaque année depuis au moins 2-3 ans maintenant. Mais est-ce qu'à un moment, c'est ce qui va se passer ? Ça dépend comment a dormi Donald Trump, quoi. Ouais. Donc, non, mais au-delà de ça, ce qui est intéressant aussi au Japon... 5-15 sur du 30 ans américain, je ne sais pas, pour quelqu'un qui a une vision mais si long vous terme avez, pour préparer sa retraite, on en parlera dans le dernier quart d'heure, c'est plus de 2% de taux réel, j'imagine, même largement au-delà. Oui, mais en même temps, si vous avez une inflation qui est attendue au plus haut depuis 40 ans par les ménages américains, que vous avez une administration américaine qui vous dit je vais peut-être glisser mon dollar de 10%, que vous avez une dette, encore une fois, ce qui est voté au budget, c'est monstrueux, hein, les augmentations de dépenses publiques de la part de l'administration Trump, le budget, quand on regarde les dépenses publiques par rapport à la tendance 2024, c'est largement au-dessus. Ouais. Donc on est dans alors qu'on est en temps de paix, c'est le plus fort déficit américain en temps de paix. Et donc on n'est pas du tout dans un parti républicain qui tient les cordons de la bourse, c'est plutôt on lâche tout ça, quoi. Et donc on a quand même des inquiétudes sur le taux d'équilibre américain de ce point de vue-là. Donc moi je serais un petit peu prudent sur le moment. Est-ce que c'est le moment de rentrer sur du 4,5 à 10 ans ? La probabilité que ça aille à 5%, elle est assez forte. Hein. Ouais. Donc c'est pas forcément encore le bon moment pour toucher à ça. À la limite, on parlera peut-être des actions tout à l'heure, mais c'est peut-être plus là que, paradoxalement, il faudrait aller aujourd'hui. Et donc sur la partie américaine, comme on a vu un bras de fer au moment des tarifs entre Donald Trump et le marché, et notamment le marché obligataire, on va revivre ce moment de bras de fer sans doute avec le projet de loi qui vient de passer de la Chambre des représentants au Sénat, s'il n'y a pas une volonté suffisamment explicite de contrôler quand même cette trajectoire des finances publiques. Oui, et puis on a toujours ces problématiques de plafond de la dette américaine, on a un certain nombre de choses quand même domestiques américaines qui expliquent ça. Ils peuvent encore faire du mal. On peut aussi repasser sur le Japon en se disant mais eux ils ont tellement perdu l'habitude des hausses des taux. Là je discutais avec un client japonais tout à l'heure qui le débat, savoir s'il y a une hausse des taux ou une baisse des taux de la BOJ, on peut tout entendre aujourd'hui. Hein. Ouais. Est-ce que c'est un statu quo en juillet, est-ce que c'est etc. On peut tout entendre. Et donc là encore une fois des phases d'ajustement. On est en ce moment sur de l'incertitude totale depuis le 20 janvier. Ça se retrouve sur les taux d'intérêt pour retrouver un bon niveau d'équilibre. Moi, je ne suis pas sûr qu'à 4,5%, le 10 ans américain, en taux réel, en fonction des inflations qu'on peut anticiper, ce soit l'obvious trend. Hein. C'est pas l'obvious. On n'y est pas encore. Bon. C'est une vaste guerre mondiale d'attractivité du capital. Je suis complètement d'accord. Ouais. C'est vrai que pour revenir sur les États-Unis, d'une part, il n'y a aucune envie de maîtriser le budget à ce stade, ou en tout cas de faire rentrer le déficit un peu dans des formes de normes, puis relancer, ou en tout cas rester très stimulant en période où l'écart de production, l'output gap est a priori positif, c'est quand même une erreur macroéconomique d'ordre 1, donc ça inquiète forcément beaucoup. Et puis par ailleurs, comme ça a été dit, on a très peu, les gros épargnants mondiaux pourraient désormais peut-être moins acheter d'actifs le plus sûr au monde américain avec des Chinois. Alors, prendre des précautions, mais pourraient quand même investir un tout petit peu plus sur leur territoire, recycler un peu moins leur excédent, tout du moins les Japonais d'eux-mêmes. Et si l'Europe décide de moins acheter de treasuries, parce qu'il y a des plans de relance, notamment outre-Rhin, qui sont un peu plus importants, effectivement, on se demande, mais qui va acheter la dette américaine ? Et donc, ça, c'est quand même un gros sujet. Donc les banques américaines vont avoir une réglementation plus favorable pour le faire ? Alors peut-être, mais surtout, me semble-t-il, le problème, c'est de comprendre d'où vient le déficit, les déficits américains. Il me semble que la variable clé, c'est la consommation des ménages américains qui est beaucoup trop importante. C'est 68% du PIB aux États-Unis, c'est 54% en France, c'est 40% en Chine. Donc il y a une surconsommation aux États-Unis qui est manifeste. Et pour que les républicains parviennent à expliquer à leur électorat qu'ils consomment trop, c'est inaudible. Donc on a un vrai problème, c'est que résorber les déficits, c'est expliquer l'impensable. Et là, on se confronte à une forme de mur. On a un peu le même problème en France, avec des ordres de grandeur peut-être un peu plus raisonnables, mais là aussi, ils vivent au-dessus. C'est un peu le message qui est envoyé par Trump. Déjà, il faut produire plus sur le territoire américain, et puis c'est ce que les Barbinomics, quoi, l'histoire de la poupée. Vous aviez 30 poupées à Noël au pied du sapin, et ben demain, vous en aurez plus que 2, et elles seront peut-être un peu plus chères. Voilà. Bien sûr, mais ça promet une augmentation. C'est quand même l'idée de préparer le ménage américain à ce que la consommation soit peut-être un peu
peu moins forte demain, quoi. Ça, c'est notre lecture, mais au fond, il leur dit quand même votre niveau de vie va augmenter. La réalité, c'est que ce n'est pas possible si on veut résorber les défis commerciaux publics. Et ça, pour l'instant, ça ne passe pas. On voit bien qu'il y a quand même une forme de schizophrénie encore aux États-Unis très importante. On se réembarque dans un monde de répression financière. Il va falloir reparler de comment je contrôle ma courbe des taux, effectivement où sera la demande pour mes émissions obligataires, comment est-ce que je peux inciter la demande à acheter ma dette. Très probablement. Et puis surtout, je pense qu'on n'a pas fini de parler de politique monétaire non conventionnelle, même sous différentes formes. Mais ça va revenir sur la table. Il y a un moment où peut-être que le quantitative easing, non pas pour relancer l'inflation, mais pour assurer la soutenabilité des dettes, pourrait refaire surface. Ça sera encore une forme de nouveau monde qui viendrait à nous. Ouais. C'est vrai que c'est particulièrement inquiétant comme perspective. On pensait être sorti quand même de ce monde de répression financière, mais on a l'impression pour d'autres raisons, on y retourne peut-être vitesse grand V, Jean-François. Je pense que oui. Enfin, de toute façon, on est en train d'enfoncer des portes qu'on pensait fermées depuis longtemps. C'est-à-dire que voilà, c'est la guerre de Donald Trump avec Adam Smith. Maintenant, c'est la guerre de Donald Trump sur l'indépendance des banques centrales. Et donc, la répression financière, elle peut aussi s'accélérer en mai 2026, puisque c'est évident qu'il ne reconduira pas Jérôme Powell et qu'il mettra quelqu'un plus aux ordres que ne peut l'être aujourd'hui Jérôme Powell. Donc, aujourd'hui, je reviens au débat d'avant. Est-ce que dans ces incertitudes-là, c'est le bon moment de se mettre sur le dollar ? Et puis, pour revenir sur ce que ça a été dit, si en revanche, l'idée, parce qu'on a un petit peu du mal en ce moment au sein de la Commission européenne à savoir ce que veut Donald Trump, si c'est rééquilibrer la balance commerciale, si c'est avoir des revenus, si c'est pour d'autres objectifs, si c'est rééquilibrer l'économie américaine pour moins de consommation, plus d'industrie, il est en train de réussir sur la jambe, moins de consommation. Ça, c'est sûr. Le taux de chômage est en train de remonter, l'inflation est en train de monter. Ça, il est en train d'y arriver. Moi, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Je ne crois quand même pas que c'est le but affiché par Donald Trump de faire baisser la consommation américaine alors qu'il promet à tout le monde des lendemains qui chantent, quoi. Non, je crois qu'on est quand même dans une erreur, pour moi. Enfin, pour moi, je l'ai dit ici. Répété. On est dans un échec des Trumponomics, pour moi, pour l'instant, patente, quoi. Pour l'instant, il n'y a rien qui marche trop, quoi. Il y a des annonces, encore une fois, moi, je reviens du Moyen-Orient, des annonces incroyables d'investissement aux États-Unis. Je vous laisse faire le compte de ce qui va réellement de ce qui est pour parler avec quelques investisseurs qui ont fait des promesses récemment. Mais ça n'engage que ceux qui les écoutent. Bon. En quoi le monde obligataire influence le monde action, Aymeric ? Et c'est vrai qu'on voit bien qu'on a le sentiment, en tout cas, que les mouvements des indices actions, déjà avec beaucoup moins de volatilité que ce qu'on peut observer sur les marchés obligataires, néanmoins, les mouvements des indices actions sont assez soumis à ce qui se passe sur les marchés obligataires. Oui, c'est vrai qu'il y a un impact. Je ne peux pas le nier. On ne peut pas le nier. Quand on est sur les actions, on ressent de plein fouet ce qui peut se passer sur les taux. Après, on le ressent moins qu'avant, je trouve. Avant, quand on parlait hausse des taux, on pensait tout de suite les actions, ça va mal se passer. Aujourd'hui, c'est plus vraiment une réalité, c'est plus vraiment un poncif de bourse qu'on avait l'habitude d'entendre. Mais je pense que c'est lié à la transformation du marché aujourd'hui. Le marché a complètement changé. Quand j'ai commencé, moi, il y a plus de 20 ans, les marchés, il y avait beaucoup de gestion active, beaucoup de d'actes de gestion réfléchis, appuyés, corroborés, etc. Aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus de l'allocation tactique. Il y a beaucoup de flux passifs qui sont arrivés sur le marché. Plus de 70% des flux actuellement sur le marché, c'est des flux passifs. Et ça a complètement dénaturé la perception et la manière de voir le marché et de comment le marché bouge aujourd'hui. La structure de marché a changé profondément. Complètement. Et du coup, on le voit dans les allocations tactiques des gérants, dans la composition des indices, la concentration des flux, le momentum. Toutes ces notions-là, aujourd'hui, maintenant, sont vraiment au cœur de l'investissement. Et je veux dire, là encore, je reviens à quand on a commencé. Moi, c'était il y a 5 ans. Non, mais les grosses séances de bourse, c'était du 1% par jour. Et là, c'était la grosse séance. Là, aujourd'hui, c'était une belle hausse, quoi. Voilà, c'était la belle hausse bien prononcée. Et puis, les séances moyennes, c'était du 0,20 et quelques. Aujourd'hui, maintenant, il n'est pas rare qu'en intraday, on ait des fluctuations 3-4%. Et pas forcément parce qu'on a de l'actualité macroéconomique. On peut avoir juste une déclaration politique qui arriverait comme un cheveu sur la soupe, un tweet ou autre joyeuseté. Dans cette nouvelle structure de marché, quelle est la place du retail et des particuliers, notamment sur le marché américain ? Là aussi, j'imagine que quand vous avez commencé, c'était souvent un indicateur contrariant de voir le retail arriver sur le marché, sur un thème, sur une tendance, sur une mode.
Là, on a l'impression que c'est plutôt une classe d'investisseurs qui est parfois en avance de phase sur des investisseurs professionnels qui sont peut-être moins agiles aussi qu'un particulier. Oui, parce qu'effectivement, les investisseurs professionnels ont délégué une partie de leur savoir-faire. Moins de gestion active, plus de gestion passive. On achète des indices, des trackers, des ETF. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que les particuliers n'ont pas tous fait ce choix-là. Et quand on le voit dans les plans de retraite américains, toujours très investis en actions. Ouais. Et on voit que la composition des portefeuilles est encore beaucoup en actions. C'est pas qu'un index S&P. Je comprends. Donc c'est du single stock encore. Ouais, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut se méfier un petit peu du retail, notamment américain, parce qu'il y a un comportement un peu moutonnier, qui va suivre des vagues. Ah bah là, ils achètent tous les creux, semaine après semaine, là. Alors, ils achètent les creux, en tout cas, pas ce creux-là. Parce que le creux qu'on a vu là, c'était beaucoup de l'allocation tactique, c'était beaucoup des flux. Par contre, effectivement, ils sont un petit peu en retard de phase, parce qu'ils lisent l'actualité. D'accord. Et on les voit un petit peu arriver en seconde ou troisième vague, quand le marché est pas loin des plus hauts ou au plus haut. D'accord. Du coup, ça peut se retourner assez vite. D'accord. Il faut se méfier un petit peu du retail. Je comprends. Mais ça reste potentiellement un indicateur contrariant alors. Oui, je pense. D'accord. Oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui justifie le rebond des indices là ? Je parle notamment depuis le choc de Liberation Day, la séquence du 2 au 8 avril. Les indices américains ont retracé cette baisse et sont même revenus à l'équilibre depuis le 1er janvier. Est-ce que ça s'est fait de bonne manière ? Qu'est-ce qui justifie le retour à ces niveaux des grands indices américains avec une prime de risque action désormais aux États-Unis qui est revenue très faible? Oui, c'est vrai que pendant le mandat de Trump, le numéro 1, on a vu que Trump avait une forte capacité à revenir sur ses pas et sur ce qu'il disait. Avec toute la manière d'assumer qu'il peut avoir. Oui. Et tout l'aplomb qu'il peut avoir. Victoire. Voilà. Il y a toujours une forme de rhétorique un peu victorieuse derrière tout ça. Mais effectivement, voilà. Donc on annonce des choses, on gagne peu sur ces choses-là, mais on érige ça en victoire absolument magnifique. C'est un petit peu ce qui va se passer, je pense, pour cette histoire de guerre commerciale. Hein. Ouais. On a fait beaucoup d'effets d'annonce. Et je pense qu'on va avoir quelques grandes victoires contre des tout petits, mais des toutes petites victoires contre des grands. Je pense la Chine, l'Europe, etc. Au final, tout ça va se solder par des toutes petites victoires. Parfois même des victoires un peu à la Pyrrhus, où effectivement le consommateur aura beaucoup plus souffert qu'estimé. Et ça pose un problème par rapport à la consommation future et l'inflation future aux États-Unis. Et c'est ce qui, à mon avis, gêne un petit peu Powell aujourd'hui. C'est que tout ce qu'aujourd'hui Trump a mis en place, c'est des mécanismes inflationnistes. Du coup, pour lui, dont le combat premier est l'inflation, c'est vraiment très compliqué. Ouais. Et donc la guerre commerciale, vous dites, c'est un sujet qui appartient déjà au passé pour des investisseurs actions. C'est un peu le sentiment qu'on a eu dans le grand rebond post-Liberation Day. Quelques jours après, on n'en parle plus. Là, il a encore annoncé 50% pour nous, Européens. Le lendemain, c'est terminé. Il y a cette forme de va-et-vient. Et ça, alors c'est terminé. C'est reporté à chaque fois. C'est reporté à chaque fois. Mais après, qui dit que ça va être vraiment appliqué ou ça va vraiment entrer en application ? Il y a des négociations derrière les rideaux, on ne sait pas ce qui se passe, on sait juste qu'à un moment donné, on va probablement revenir à des actes un peu plus rationnels ou on va annoncer quelque chose de rationnel par rapport à cette question tarifaire. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que il y a, pour les investisseurs, et ça c'est un énorme problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le FOMO, c'est le Fear of Missing Out. Et aujourd'hui, les investisseurs, ils raisonnent beaucoup en relatif. Du coup, si effectivement ils ratent des séquences de hausse, pour eux c'est un drame. Et là, on est dans un moment comme ça, là. Bah oui, d'accord. Si vous aviez... moi, j'ai eu l'exemple de clients qui m'ont appelé, ont fait le siège de mon téléphone pour me dire, au moment du Liberation Day, il faut tout vendre. Ouais. On était au plus bas. J'ai dit, non, il faut... Vous ne reviendrez jamais. Hein. Voilà, le problème, c'est que si ça remonte... si vous vendez maintenant, c'est fini pour vous. C'est terminé. Ouais. Et du coup... Voilà, je pense qu'il faut garder son calme. Il faut essayer de jouer des grandes tendances, un peu structurelles. On parlait de plans d'investissement massifs à travers l'Europe, aux US, etc. C'est des choses, ça, c'est des facteurs de soutien importants. Ouais. Les valorisations, à part pour certains dossiers très spécifiques, elles ne sont pas à des niveaux absolument ridicules. Et non, je pense qu'il y a encore pas mal d'idées à jouer et les déploiements de budgétaires par rapport à ces grands plans d'investissement. Là, on a de la visibilité long terme. Je pense que ça apporte de la visibilité un peu à moyen long terme. Et il faut
Je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus. Trader le court terme aujourd'hui sur les actions, à mon avis, ce serait vraiment une catastrophe. On pourra revenir sur les grandes tendances qui vous intéressent, sur l'aspect guerre tarifaire. Comment vous voyez le cas de l'Europe, Anthony et puis Jean-François? Qu'est-ce qui peut nourrir un accord à la Trump d'ici le 9 juillet entre les États-Unis et l'Europe? Alors, c'est vrai que dans le cas de l'Europe, me semble-t-il, ce que Donald Trump attendait, c'est d'une part peut-être des concessions côté européen, puisqu'il est vrai qu'il y a certains pays qui manifestement ont des excédents très importants. Alors, hors Irlande, pour le cas pharmaceutique très particulier, mais l'Allemagne, l'Italie auraient pu quand même s'engager à acheter un peu de GNL, quelques Harley Davidson et du Bourbon. Je veux dire, pour grossir le trait, c'est un peu ça. Quand même ça n'a pas été fait. Et puis probablement durcir le ton vis-à-vis de la Chine. Donald Trump s'engage dans un conflit sino-américain très important. L'Europe joue presque la carte du rapprochement chinois. Ça ne passe pas. Donc, assez légitimement, j'ai envie de dire, en tout cas, quand on se met à sa place, il n'était pas inenvisageable qu'il durcisse un petit peu le ton. Évidemment, là, il y a report. La question, c'est de savoir un peu le point d'atterrissage. Je pense qu'il sait qu'il a beaucoup plus de pression, ou en tout cas une capacité à faire mal à l'Europe que vis-à-vis de la Chine. Quand je vois les derniers chiffres chinois, notamment du commerce extérieur en avril, où des tarifs douaniers étaient pourtant déjà très élevés, on voit que la Chine a une capacité à exporter partout dans le reste du monde, à contourner les tarifs de manière absolument incroyable. Comment ils absorbent les tarifs, là ? Alors actuellement, on l'a bien vu, le commerce vis-à-vis, avec plutôt les Américains s'est effondré de plus de 20% sur un an. Le total des exportations chinoises fait plus 8, et encore, puisque les prix reculent de moins 3, en volume, on fait plutôt plus 11 sur un an, donc c'est juste monstrueux, en passant notamment toujours par le Vietnam, mais maintenant c'est pas que, c'est vraiment toute l'ASEAN, c'est tous les pays qui contribuent. On a vu même des pays étonnants, comme le Canada, comme d'autres, comme l'Amérique latine. Donc la Chine a une forme de résilience très importante que n'a pas l'Europe, parce que l'Europe peut très difficilement passer par des pays tiers pour exporter aux États-Unis. Donc là, il me semble qu'on va aller beaucoup plus vite vis-à-vis de cet accord-là. Et puis, tout simplement, peut-être que ce que Donald Trump nous demande aussi, c'est les Américains surconsomment, l'Europe sous-consomme. Donc à la fin, est-ce qu'on ne peut pas passer nous-mêmes dans un équilibre un peu plus haussier, un peu plus dynamique? On a un excédent courant. Moi, je trouve que c'est toujours délicat de pointer du doigt les pays déficitaires et de ne jamais regarder les pays qui sont excédentaires en disant, est-ce que c'est pas à vous aussi, à un moment donné, de passer sur un équilibre un peu plus haut de dynamique? Et là, on se tourne évidemment vers l'Allemagne et les pays nordiques, où il y a des marges de manœuvre. Il va y avoir un peu de relance, là, justement, en Allemagne, non ? On sait très bien. Alors là, un peu de soutien à la consommation, c'est possible. Beaucoup d'annonces, mais les décaissements, ils sont toujours lents. Et puis même ce qui s'est passé sur le frein à l'endettement, en réalité, l'Allemagne s'évite une consolidation budgétaire, mais ne relance pas pour autant. C'est que sinon, ils étaient constitutionnellement obligés de consolider. Donc, on est encore très très loin de ce qu'il faudrait faire pour arriver à une Europe significativement plus dynamique, ou en tout cas qui revient à l'équilibre d'un point de vue de son excédent courant. Le chiffre qu'on m'a donné hier, l'ordre de grandeur, c'est que l'Europe peut compenser 20% de tarifs américains par 2% de commerce intra-européen supplémentaire, quoi. Essayer de renforcer un peu le commerce européen, intra-européen, ça permet pour les entreprises de trouver d'autres manières de commercer et de s'affranchir des 20% de tarifs du marché américain, quoi. Oui, mais juste une caveat, c'est qu'on parle beaucoup des tarifs douaniers entre pays. On oublie qu'il y a des grandes barrières en réalité qui sont des fois non douanières entre pays européens. Et je peux vous dire qu'au sein de l'Europe, il y a un tas de secteurs qui n'ont pas envie que ces barrières sautent, parce que ça voudrait dire... Faisons tomber ces barrières. Et pour le coup, il y a des pays qui vont vraiment souffrir. Et la France probablement. Donc on a des intérêts à défendre qui ne sont pas complètement évidents, et donc progresser dans le commerce intra-européen n'est pas si simple que ça. Bon. Qu'est-ce qui vient nourrir un deal d'ici le 9 juillet entre Trump et... Je sais pas, en tout cas, je reviens un peu sur ce qui s'est dit, mais aujourd'hui, je pense que le marché, je parlais avec des investisseurs américains, et de plus en plus, on parle de Trump comme taco. C'est Trump, always chicken out. À la fin, Trump, il baisse toujours sa culotte, quoi. Et donc, tout le monde se dit, ce truc de 50% sur l'Europe, c'est intenable. Oui. Et finalement, on va arriver à un accord où on sera tous contents si on a 10%. Mais je trouve que le marché est quand même très complaisant à l'égard de ça, parce que même si on avait 10% sur l'Europe, ce serait 5 fois plus que ce qu'on avait avant. Et il ne faut pas oublier que les États-Unis exportent 2 fois plus en Europe qu'ils exportent en Chine. Donc l'Europe, c'est 37% du commerce mondial. Donc moi, je suis
c'est plus mitigé sur l'idée que l'Europe est en situation de faiblesse par rapport à la Chine. L'Europe dépend moins de ses exportations aux États-Unis que la Chine à l'égard des États-Unis. Même si la Chine s'est largement découplée, et elle, quand vous allez en Chine aujourd'hui, ils ont l'impression d'avoir gagné la première manche, mais quand même, la Chine qui était... Alors oui, ils sont découplés des États-Unis, mais les exportations chinoises pour les États-Unis, la part des États-Unis dans les exportations chinoises, c'est 13%. La part des exportations américaines dans les exportations européennes, c'est 8%. C'est 6% pour l'Europe, c'est pour la France, c'est même pas 1,6% de notre PIB. Donc, quelque part, vous avez quand même 92% de notre commerce, c'est pas les États-Unis. Et donc, quand vous, en plus, vous mettez bout à bout les exportations et les importations de biens et de services, on est à peu près à l'étal avec les Américains. Donc, si jamais ils nous taxent les biens, on peut aussi taxer leurs services. On peut se monter une guerre commerciale. On va taxer les GAFA. Moi, je crois pas du tout. On va taxer Netflix. Mais moi, on va dire au foyer français, votre abonnement Netflix, Trump va supporter une taxe supplémentaire. Aujourd'hui, Apple, c'est 25% de ses ventes, l'Europe. Trump lui-même est en train de reparler de 25% de taxes sur Apple. Mais là, c'est un choc de demande pour nous, quoi. On se crée, on s'auto-inflige un choc de demande. Oui, mais on s'auto-inflige, oui, bien sûr, mais je ne crois pas forcément, encore une fois, qu'il faut voir l'Europe comme la victime expiatoire de ce truc-là, mais je trouve de toute façon quand même qu'à la fin de cette séquence, on aura un équilibre très sous-optimal par rapport à ce que c'était avant. Ce sera un énorme choc sur l'économie mondiale, et le premier victime de ça, ce sera les États-Unis. Encore une fois. Est-ce que c'est pas bien intégré dans le marché alors ? Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup de complaisance sur ce taco moment, se dire tout va bien se passer, il va tourner sa veste, il va plier comme à chaque fois. À la fin, s'il plie et qu'on est à 10%, mais moi je vous donne mon scénario, 10% c'est ce qu'ont obtenu les Anglais. L'avantage d'avoir accès à la messagerie sécurisée des États-Unis, c'est qu'on sait qu'ils détestent l'Europe. J.D. Vance, Lutnick, Navarro et Trump l'a dit. L'Europe a été créée pour entuber les États-Unis et ils sont bien pires que les Chinois. Je serais étonné qu'avec de tels propos, l'Europe s'en tire avec 10% de tarifs. D'ailleurs, on était à 20 avant qu'il passe à 50. Je crois que c'est 20. Voilà, donc je vois pas comment on va être beaucoup mieux que 20. Donc ce sera pas du tout une situation optimale et je vois mal l'Europe s'accorder à dire. Donc on sera pas bien traité, quoi. Et on va mal les traiter aussi. On est dans un outil anti-coercition. Regardez ce qui se passe en ce moment sur le on va couper des marchés, on va couper des marchés, des appels d'offres aux banques américaines. On va leur interdire de venir. Mais c'est précisément ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est que le ReArm.EU, on a voté le fait qu'il y avait 65% de contenu local et vous n'avez pas le droit, si vous êtes une boîte américaine, de venir jouer dans cette cour-là. Il y a 150 milliards d'euros mis sur la table par l'Europe, qui ne concernera pas ça. Et donc, moi, je crois qu'il y a une espèce d'assertivité de la Commission européenne qui me semble un peu plus quand même belliqueuse que c'était le cas avant. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Comment est-ce que la charge des tarifs va se répartir, selon vous, depuis l'univers action, notamment, Aymeric entre les entreprises, donc entre les entreprises, les ménages et puis c'est tout. Il y a à la fois les entreprises qui exportent vers le marché américain, il y a celles qui importent depuis le marché américain, et puis à la fin, il y a effectivement toute la chaîne et le consommateur final. Il y a plusieurs cas de figure, mais effectivement, pour les sociétés qui importent directement des États-Unis et qui après vendent à des consommateurs européens, on va avoir probablement un partage de ces augmentations. Alors après, je ne sais pas dans quelle mesure les sociétés peuvent absorber ça sur leur marge. C'est quand même des impacts assez importants. Alors là, on parle de celles qui vendent où ? Aux États-Unis ? Alors parlons. Ok. Alors là où il y a les péages, quoi. En fait. Voilà, c'est ça. Qui va payer les tarifs Parlons par exemple de Walmart qui importerait donc la marchandise chinoise et autre chose. Effectivement, d'ailleurs, Walmart a annoncé qu'ils allaient absorber une partie, mais qu'il y aurait une limite à ce jeu-là. D'autant plus qu'effectivement, dans la consommation de base, on a souvent des marges un petit peu faibles. Du coup, le reste va être le report à payer va être pour effectivement le consommateur. Et ça va abîmer, d'accord. Et je pense que ça va abîmer les volumes de vente et la capacité à consommer en masse. On parlait de 2 poupées contre 6. On est dans ce scénario-là. Voilà, c'est effectivement le genre de problème qu'on pourra avoir, c'est apprendre à consommer différemment. On va peut-être revenir à, peut-être moins de consommation, mais mieux, je ne sais pas. Peut-être que ça va lancer ce type de mouvement de consommation. Mais en tout cas, ça aura un impact réel sur la consommation des ménages, ça c'est sûr. Et des arbitrages peut-être à faire. Et du point de vue des entreprises, une entreprise comme Walmart, dont les marges doivent être au plus haut. Alors les marges sont peut-être faibles dans ce secteur, mais elles doivent être quand même sur des standards historiquement...
élevé, ça se paye 38 fois les bénéfices, Walmart. Post-Covid, on a eu, et post, effectivement, inflation des différents intrants, énergétiques, matières premières, etc., fret et tout. On a eu effectivement des séquences d'ajustement des prix, donc où les sociétés ont exercé un peu leur pricing power. Certaines en ont usé, d'autres en ont abusé. Et c'est vrai que pendant le mécanisme de déflation, on n'a pas vu beaucoup d'entreprises dire je baisse mes prix. Et donc là, ça laisse peut-être une petite marge de manœuvre pour les sociétés, mais à mon avis une marge de manœuvre qui sera quand même assez réduite. Donc, il faudra voir où en fait, le juge de paix, ça va être les prochaines publications. Alors là, on a eu une saison de publication qui était plutôt bonne. Encore, bien sûr. Ouais, c'était donc, bien sûr. Et avec des sociétés qui guidaient, qui donnaient des perspectives plutôt favorables. Donc, pour celles qui donnaient des perspectives. Voilà, alors certaines ont cessé de s'engager là-dessus, c'est vrai. Mais la plupart du temps, on a quand même eu des indices sur ce qui allait se passer qui étaient plutôt positifs. Et donc on n'a pas tant révisé à la baisse que ça, les bénéfices à venir ? Pas encore. Pas encore, parce que ça va venir ? Peut-être. À mon avis, ça va être ça. C'est que là, aujourd'hui, on a peu de matière sur laquelle s'appuyer. Donc on va voir comment les prochains trimestres vont se matérialiser en termes de publication. C'est vrai que j'appréhende un petit peu le T2 pour le juillet-août. Mais oui, il va falloir être attentif et très sélectif dans le choix des dossiers dans lesquels on va aller. Comment on investit justement dans l'univers action aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas à quel type de marché vous avez accès. L'Europe, bien sûr, le marché américain également, forcément. Aymeric, quand c'est votre métier d'être investi sur les actions, de quelle manière est-ce qu'on a envie d'être investi aujourd'hui, justement ? Donc, j'ai évoqué la sélection. Je pense qu'il va falloir vraiment sélectionner les sociétés qui font du chiffre d'affaires en local, que ce soit en local aux États-Unis, parce qu'elles auraient leur site de production aux États-Unis. Donc plus domestique. Voilà. Celles qui n'auraient pas à supporter des changements en fait de frontaliers. Je pense à certains composants dans les voitures par exemple, où les composants passent une dizaine de fois la frontière avec les surtaxes que ça fait. Des entreprises qui n'ont pas de produits qui traversent les frontières. Voilà. Donc vous faites du ciment par exemple, ça voyage à peine 200 km. Donc c'est ce genre de typologie de produits ou d'acteurs industriels qui auraient des sites de production en local, que ce soit aux US ou en Europe. Ces gens-là ne souffriraient pas. Donc à mon avis, ceux-là, c'est les meilleurs choix en termes d'allocation. Le facteur domestique, déjà, c'est bien. Ouais, ça c'est un bon facteur de soutien en termes à mon avis, de maintien des marges. Autre facteur, ces plans d'investissement que j'évoquais. Je pense que ça va être une variable assez importante. On a beaucoup de plans d'investissement en Europe. Rien que sur la partie transition énergétique, il y a 5 000 milliards d'euros qui vont être déployés à court moyen terme. Aux US, on a un petit peu moins, mais on va avoir des plans aussi d'investissement assez... la politique trumpienne, c'est ça, c'est des réductions d'impôts, c'est des plans d'investissement, notamment infrastructures, etc. Et on va avoir ce genre de choses qui vont être déployées, je pense, à court moyen terme. Et ça, c'est des bons playbooks pour l'investisseur, finalement. Oui, parce que c'est pas des engagements. Parce qu'on a vu qu'effectivement, on peut annoncer des choses et après revoir les montants à la baisse. Mais ça reste quand même des facteurs de soutien. Que ce soit en numéraire pour les carnets de commandes, etc., et les perspectives futures des sociétés, mais aussi en termes de momentum boursier. Là, on a beaucoup parlé de défense et de plan d'investissement dans la défense, avec les risques qu'on pouvait avoir sur est-ce qu'on achète américain ou pas. Ça, c'est des facteurs de soutien. Parce que, et le thème de la défense, parce que beaucoup, on a vu des boîtes doublées et plus. Mais ces plans-là ont été revus à la baisse, par exemple. Au départ, il y avait 500 milliards annoncés, maintenant c'est 150. D'accord. Et donc c'est un thème qui est encore valable ou Bien sûr. Non, c'est des plans qui sont valables. Après, là maintenant, vu l'expansion boursière qu'on a pu avoir sur le dossier, on presse quand même plusieurs années de chiffre d'affaires et de carnet d'ordre. Mais c'est vrai que le nouveau normal sur ces dossiers-là, c'est plus les valos qu'on avait avant. C'est devenu un secteur qui est devenu investissable. Et ce qui n'était plus le cas avant, pour les questions extra-financières. Et aujourd'hui, effectivement, quand on aura la paix qui sera signée en Ukraine ou ce genre de choses, on aura un choc de marché initial et je pense que ce sera un bon moyen de peut-être revenir sur ces dossiers-là. Je comprends. C'est un thème qui se travaille sur le long terme. Oui, je pense, tout à fait. Là, à court terme, beaucoup de choses ont déjà été jouées. Un secteur très fort en Europe, c'est le secteur bancaire. Qu'est-ce que vous en dites à ce stade ? Ça fait 4-5 ans que c'est un secteur qui surperforme en Europe. On a vraiment le sentiment qu'on est parti, alors déjà bien parti depuis plusieurs années, dans un super cycle, un momentum... un super momentum pour ce secteur bancaire dont on ne parlait plus vraiment ces dernières années. Non, c'est le précédent en tout cas. C'est vrai que c'était des animaux un petit peu à part, si je peux m'exprimer ainsi, qui ont appris
à vivre dans un environnement de taux bas, voire négatif. Ouais. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez fort pour donc une adversité énorme pour ces animaux, en l'occurrence. Une adversité forte, avec peut-être des volumes d'affaires un peu en retrait, des contraintes de masse salariale, de nombre d'agences extrêmement importants, de restructuration, des sujets de restructuration, une fragmentation aussi du marché qui était très forte. Tout ça est en voie de normalisation. Il y a eu des restructurations très importantes qui ont été faites avec beaucoup de fermetures d'agences, de licenciements, etc. De travail sur la partie logiciel de gestion, les ERP, sur la partie digitalisation des paiements, sur la partie digitalisation bancaire. Toutes les banques ont maintenant des banques digitales. Donc maintenant, ces dossiers-là sont devenus rentables. Dans un climat adverse de taux, mais sont devenus extrêmement rentables dans un climat où les taux sont à 2. Et la pente est positive. Voilà, bien donc sûr. la pente est positive. Et on parlait des taux courts ou des taux. Voilà, on a les taux courts, on a les taux longs, on a les taux super longs. Tout ça, ce sont des mécanismes un petit peu porteurs pour ces dossiers-là. Et quand on parle baisse de taux, notamment en Europe, c'est pas forcément une mauvaise chose pour ces banques-là, parce que le volume d'affaires va augmenter. Donc quelque part, ça peut compenser en termes de bénéfices. Bon, à propos de baisse de taux, oui, ça continue. Donc la semaine prochaine, pour la Banque Centrale Européenne, ça peut continuer encore un peu au-delà même de la prochaine réunion. Oui, je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les prévisions qu'avait faites la BCE et qu'elle devait être amenée à faire aujourd'hui, l'euro est 8% en hausse, les matières premières sont largement en baisse, donc ils vont devoir réviser assez drastiquement à la baisse leurs prévisions d'inflation. On va être largement sous les 2% à horizon 2026-2027, donc c'est l'horizon de la politique monétaire. Ils n'ont aucune raison de rester restrictifs. Ils doivent passer en mode accommodant. Et donc, il faut aller en territoire d'accommodation. Oui, je pense dans un moment, on le disait tout à l'heure, pour l'instant, on attend un peu le rebond allemand 2026, mais pour l'instant, ce qu'on a, c'est plutôt un effet récessif des tarifs. Et on voit en plus que la Banque Centrale Européenne a l'air de réagir aux annonces en disant va falloir peut-être qu'on compense ça un petit peu. On a des conditions monétaires qui se tendent, puisque je le disais, l'euro est plus fort et les taux d'intérêt suivent comme un peu les États-Unis à la hausse quand ils montent. Donc on a des conditions qui se retendent, alors que l'économie ralentit. Donc l'output gap est pas bien, donc il faut plutôt compenser ça par des baisses. Donc c'est évident qu'il baisse de 25. Il y a même une petite probabilité qu'il fasse 50. Je pense qu'elle est très 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 faible. Mais en tout cas, la question, elle n'est pas est-ce qu'ils font rien. Il y a plus de probabilité qu'ils fassent 50 que rien. Bref, ils font 25, c'est sûr, la semaine prochaine. Et pour nous, ils descendent jusqu'à 1,5. Ils vont continuer probablement en juillet. Mais si c'est pas juillet, ce sera septembre et décembre. Mais on sera sans doute à 1,5 à la fin de l'année. Et ça, vous le disiez tout à l'heure, c'est bon pour l'immobilier. Ça va compenser un peu le choc des tarifs. Et si je peux faire une petite remarque par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, c'est aussi de se dire que pour l'instant, les tarifs, on les a pas. Pour l'instant, ils ne sont pas dans. Donc, ce qui se passe aujourd'hui dans les résultats des entreprises qu'on va commencer à avoir, c'est hors effet tarif. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec les exportations de la Chine. Mais les exportations de l'Europe aux États-Unis au premier trimestre, plus 36%. Bien sûr. Donc aujourd'hui, on est dans du front-loading. Donc les résultats des boîtes du T1, ils vont continuer à être bons. C'est plutôt au T3. Les hausses de prix, ça arrive à la fin du mois de mai. Là, ça va commencer juste à partir de juillet, août, à mon avis. Donc c'est plutôt le T3 qui va prendre en pleine face ces effets récessifs et inflationnistes. Il y a une forme d'inertie qui a peut-être même augmenté avec ces suspensions de tarifs, ces trêves, ces reports, etc. Donc c'est peut-être pas le T2 qui sera le plus affecté, mais c'est peut-être encore le trimestre suivant. Exactement. Et quand vous voyez le S&P, où on attend des résultats en hausse de 9%, alors qu'on va faire 1% de croissance aux États-Unis, ça me semble toujours assez optimiste, alors qu'on va moins vendre. On l'a dit tout à l'heure, c'est près de 70% du PIB la conso. Il y aura plus d'inflation, donc moins de conso et moins de croissance. Donc les résultats attendus des entreprises, peut-être pas dès cette séquence-là. La prochaine, ça va être quand même un petit peu impactant. Et puis pour aller dans le sens de Jean-François, qui va payer la facture? C'est un peu ce qu'on se posait comme question tout à l'heure. Il y a une étude hyper intéressante de la Fed de Saint-Louis qui montrait que les profits des entreprises américaines dans le revenu national entre 2019 et 2024 est passé de 14 à 16%, donc 2 points, ce qui est quand même considérable. Et les deux secteurs qui expliquent le plus cette progression, c'est le commerce de détail et le commerce de gros. Donc c'est vrai qu'ils ont une petite marge. Attention, ça reste des niveaux de profitabilité en moyenne plus bas que dans le reste de l'économie. Mais ils ont eu, pendant ces années Covid, quand même un peu de coussin qui peut leur permettre d'absorber un peu. Quelques surprofits quand même. Exactement. Donc ça peut servir de coussin à court terme. Mais à la fin, c'est le consommateur américain. Enfin, là, pour le coup, toutes les études sont assez univoques. Honnêtement, c'est le consommateur américain qui finit par payer plus cher. Enfin, c'est un transfert des ménages américains vers l'État. Un petit mot de la France, il nous reste 2 minutes, Anthony. Comme vous suivez de près chez Rexecode la dynamique, la conjoncture française. Alors, je sais qu'on parle beaucoup de la France. J'ai pas de problème avec ça. Du point de vue des marchés, ça a l'air de plus être un sujet. Alors, effectivement, ça passe pour l'instant peu au second plan. mais à moins de 70 BP de spread. Là.
Tout à fait. Mais on voit toujours des risques, en tout cas quand on interroge nous les entreprises desquelles on est proche, on voit qu'il y a toujours des risques importants et même domestiques. On vient de publier cette semaine une enquête qu'on réalise avec la FTE et le METI auprès des grandes entreprises. Les entreprises et les entreprises de taille moyenne, les ETI de taille moyenne. Exactement. Et ce qui ressort quand on leur demande, c'est quoi pour vous le risque numéro 1 en 2025 ? C'est évidemment d'abord le ralentissement économique et la baisse de la demande avant les tarifs. Viennent ensuite les risques géopolitiques parce que c'est des grands groupes qui sont exposés aux chocs mondiaux. Et ensuite vient le resserrement budgétaire potentiel en France. Donc on conserve encore la politique domestique continue d'inquiéter. Et on l'avait encore plus vu quand on avait interrogé les PME-TPE avec BPI France, qui est une autre enquête que l'on mène, où là pour le coup chez les PME-TPE, le sujet numéro 1, c'est la politique qui va être menée au cours des prochains mois en France. Et on le voit bien, on a un Premier ministre qui nous dit avant la mi-juillet, il y aura un plan de consolidation budgétaire qui a priori devrait être d'ampleur. Encore faut-il voir ce qu'il contient. Mais on voit bien, on est quand même un peu dos au mur. Du point de vue budgétaire, il va falloir faire quelque chose. On a dit que l'inflation était extrêmement basse en plus en France, qui est plutôt négatif d'un point de vue du redressement du déficit public. Donc c'est à la fin, et je pense qu'on n'évitera pas le sujet des dépenses. La question, c'est comment on se répartit la coupe. Et du point de vue des entreprises, ces facteurs spécifiques, idiosyncratiques, c'est quoi ? C'est moins de capex, c'est moins d'embauche demain, c'est Tout à fait. Quand on les interroge toujours aussi sur les projets d'embauche et projets d'investissement, ils sont encore la moitié à nous parler soit d'attente, soit d'annulation. Donc ça, c'est toujours un facteur quand même très pénalisant. Et puis elles ont très très peur d'être les premières touchées de l'ajustement budgétaire. On a vu que le budget 2024, quand on n'arrive pas à le boucler, à la fin ça se termine par des prélèvements exceptionnels sur les boîtes. Je pense que c'est un petit peu ça qui est craint aujourd'hui. Bon, il y a une situation spécifique de la France dans le concert des... Oui, alors moi qui viens de pas mal bouger à l'international, c'est pas de ça dont on vous parle. On est d'accord. C'est vraiment une situation qui s'est très apaisée par rapport à ce qui était en juin, juillet, août. C'est bien. Donc oui, on a une espèce de normalisation par le bas, puisque c'est plutôt les Allemands qui deviennent français, et donc on voit qu'il n'y a plus trop de stress sur le spread français, puisque les Allemands vont émettre 80, 100 milliards de plus l'année prochaine. Donc oui, ça va quand même peser un peu sur le spread allemand, et donc paradoxalement aider un petit peu la France. En même temps, je trouve que le risque idiosyncratique France, alors ça a été vu par les agences de rating d'ailleurs, mais c'est que finalement le risque idiosyncratique France, il a plutôt diminué. Il y a beaucoup moins de chances aujourd'hui ou de risques d'avoir une élection anticipée que ça l'était le cas il y a quelques mois. On voit bien que finalement on a passé un budget, que les économies, on en parlait juste tout à l'heure en antenne, c'est pas si compliqué que ça de trouver 20, 30, 40 milliards. Voilà, juste le truc, c'est qu'il faut effectivement avoir un minimum de responsabilité au niveau des politiques qui vont les voter, mais bon, c'est ça le plus grand défi. Voilà, je crois qu'on reste dans un truc très franco-français quand même. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Aymeric Blond, Taylor Asset Management, Anthony Morlet-Lavidali, Rexecode et Jean-François Robin, Natixis. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la retraite par capitalisation qui ne dit pas son nom. On appelle ça le PER. C'est une enveloppe et un produit qui existe depuis la loi Pacte de fin 2018, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Bref, ça fait 6 ans que ce produit est sur le marché et connaît un succès impressionnant. Nous allons en parler avec Alban de Follin, qui est cofondateur de Neolife. Bonsoir et bienvenue Alban. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Avant de parler du PER, parlons de la rencontre entre Neolife et Groupe Premium, puisqu'on est dans une série d'interviews avec Groupe Premium et les sociétés du Groupe Premium, dont vous faites partie depuis un peu plus d'1 an maintenant, c'est ça, Alban ? Depuis mars 2024. Qu'est-ce qui a créé la rencontre ? Alors, Neolife, c'est une société qui a été créée en plein débat sur la réforme des retraites. À un moment où les Français... Laquelle ? Parce qu'il y en a tout le temps des débats sur la réforme C'était des retraites. justement après la loi Pacte, à un moment où les Français prenaient conscience qu'il fallait qu'ils s'occupent eux-mêmes de leur retraite. Les Français étaient inquiets. Il y avait de l'inflation, les jeunes se demandaient comment ils allaient construire une retraite. Et nous, on avait envie d'innover et de participer au débat. Participer au débat par la construction de produits. Et donc, on a voulu créer le premier PER à performance garantie, donc qui était très innovant puisque ça ne s'est jamais fait. Ouais.
Donc ça, c'est ce que permet l'ingénierie financière. Exactement. C'est ça, Allemand. Exactement. Et au moment où on a créé Neolife, les souscripteurs du PER étaient moitié moindres que ceux qui sont aujourd'hui. Et du coup, on avait une vision produit, on avait une vision pour s'adresser à des gens qui veulent faire un effort tout au long de leur vie professionnelle, un effort d'épargne, mais un effort d'épargne qui ne soit pas vain. En fait, on n'a pas envie de se dire que les Français vont travailler dur toute leur vie et puis qu'au moment où ils prennent leur retraite, ils ouvrent leur reporting et ils s'aperçoivent qu'ils perdent de l'argent. Donc notre métier, c'est de minimiser ce risque et d'innover et de trouver des solutions pour ajouter des garanties en termes de performance et garanties en termes de capital. Ouais. Alors, autant dire tout de suite que les garanties sont valables au terme et sont soumises au risque des défauts des émetteurs bancaires avec lesquels on travaille. Mais on travaille avec des émetteurs bancaires type BNP. Donc nous, on avait cette intuition produit et puis on a fait la rencontre d'un entrepreneur de génie qui a eu la même intuition que nous, mais Olivier côté Farouz, distribution, Olivier Farouz, exactement, et le groupe Premium. Et ça a été l'un des premiers, même le premier, à sentir que le PER allait être une enveloppe formidable pour construire sa retraite et aussi un formidable outil de défiscalisation. Il nous l'a raconté en 2019, il n'y en avait pas beaucoup autour de lui qui pensaient qu'il avait raison de miser et d'avoir cette vision sur le PER. Exactement. Et nous, on avait une ambition avec Pierre Moretti et Antoine Garayal. On s'est dit, on a envie de créer le produit dans lequel on aimerait souscrire. Et on s'est dit, si on est 3 à vouloir souscrire dans ce produit, on peut être des centaines de milliers, des millions. Et donc, du coup, on était plus que ravis de faire la rencontre du plus gros distributeur indépendant de PER, à savoir le groupe Premium. Ouais. Le PER, ça a complètement modifié, refaçonné la dynamique du marché de l'épargne en France. Enfin, 6 ans après, c'est un succès... j'allais dire définitif. Définitif, l'histoire est encore à écrire, bien sûr. Tout à fait. Mais c'est plus de 100 milliards d'encours. Exactement, c'est 11 millions de souscripteurs et ça n'est que le début. Ouais. Et en fait, plus on est jeune, plus il faut se constituer une retraite. Alors je sais que le mot retraite, il est assez ennuyeux. Quand on est jeune, on n'a pas envie de se dire, quand on démarre sur le marché du travail, on n'a pas envie de se dire je pense déjà à ma retraite. Ouais. Mais en fait, dans un monde où les produits sont de plus en plus complexes, dans un monde où les produits sont pas toujours très sexy, nous, on a voulu créer un produit très lisible, très facile, où on va capitaliser chaque année une performance qui ne sera pas aussi flamboyante qu'on peut avoir sur d'autres classes d'actifs, mais au moins, c'est sécurisé. Donc, pour vous donner un exemple... Oui, bien sûr. Le mois dernier, par exemple, sur les souscriptions du PER, nos partenaires bancaires pouvaient garantir à chaque fois qu'on souscrivait, un client par exemple qui prend sa retraite dans 25 ans, il aurait dans 25 ans, il aurait doublé son capital. Donc, c'est dans les conditions de marché actuelles. Dans les conditions de marché actuelles qui évoluent tous les jours. Bien sûr. Et en fonction des partenaires bancaires avec lesquels on travaille. Donc voilà, c'est un produit qui est très simple, très lisible. Et qui permet de faire un effort d'épargne qui est payant. Comment on arrive à mettre en place justement ce niveau de garantie sur le capital, sur la performance, à travers l'ingénierie financière, pour y revenir. Exactement. Alors c'est quoi la recette ? La recette, c'est de l'innovation qui était... qui n'était pas faite en France sur le PER. Ouais. C'est de l'ingénierie financière, c'est des partenaires bancaires extrêmement forts. On a travaillé pendant 18 mois sur ce produit parce que c'est un produit long terme. L'âge moyen des clients de Premium, c'est 39 ans. Ah. Donc c'est des produits très long terme et c'est des produits sur lesquels il y a beaucoup d'ingénierie financière. Pour vous donner un exemple, en fait, on est un peu dans la lignée des produits structurés. On va déstructurer les produits structurés pour n'en garder que la partie qui sécurise le capital, à savoir la partie obligataire. D'accord. Donc concrètement, nous, on fait des partenariats avec des banques. Par exemple, on a fait un partenariat avec BNP. Ouais, vous disiez. On confie l'argent des clients à BNP et en contrepartie, ils ont un rendement. Ouais. Donc c'est l'inverse d'un crédit immobilier. Okay. Là, c'est la banque qui vous rémunère pour les liquidités que vous avez placées chez elle. Et 39 ans, effectivement, ça montre bien l'âge moyen du souscripteur de PER chez Premium, gros Premium. Ça montre bien, effectivement, que c'est un produit qui rencontre son public, mais qui rencontre aussi les objectifs d'un public, à savoir la préparation de la retraite. Exactement. Nous, on s'adresse à tous les Français. On s'adresse à tous les Français, quel que soit leur âge. Et en fait, avec toujours le même credo, d'ajouter des garanties, on s'adresse à des gens qui veulent construire une retraite en toute sérénité. Alors,
je vous donne un exemple. Si vous preniez votre retraite en 2009, juste après la crise des subprimes, et que vous étiez investi sur un marché action, et votre retraite, elle était peut-être pas très sécurisée. Dans un marché action qui est de plus en plus volatile, il est intéressant d'avoir des solutions qui protègent le capital et qui sont sécurisants, surtout quand on parle de la retraite. Aujourd'hui, les Français, ils sont très bien équipés. Ils sont équipés d'un PEA, d'un PEA-PME, d'une assurance vie, à l'intérieur desquels ils peuvent mettre des produits plus risqués. Des actifs risqués, bien sûr. Des actifs risqués, pour avoir des espérances de gains plus élevées. Nous, on est tout à fait favorables. Et d'ailleurs, dans le groupe Premium, on a plusieurs usines produits, les usines produits structurés avec e-Capital, la gestion classique avec Flornoy. Mais s'agissant de la retraite, on se dit, c'est bien de sécuriser le capital. Et en plus, le gain fiscal permet aussi, de par son gain fiscal, une performance. C'est quoi les perspectives que vous avez pour ce marché du PER? Vous êtes leader, enfin Groupe Premium est leader aujourd'hui sur cette enveloppe, sur ce produit. C'est quoi les perspectives pour un groupe comme Groupe Premium avec des sociétés comme la vôtre qui viennent participer à l'innovation de ce produit? On a de grandes ambitions, notamment en termes d'innovation, innovation produit, comme on vient de l'évoquer. D'autres à venir? D'autres à venir, exactement. Alors, on travaille sur d'autres branches de produits. On travaille sur des actifs, des private assets, de private equity, des choses à venir. Mais on a aussi beaucoup d'ambition avec nos partenaires assureurs. Là, si on a pu lancer notre PER Neolife, c'est grâce au groupe Premium et grâce aussi à nos partenaires assurantiels, dont Swiss Life fait partie, un partenaire historique. Et on a de grandes ambitions avec des partenaires à venir et avec lesquels notamment on a développé de nouveaux partenariats. C'est-à-dire que oui, le seul partenariat historique avec Swiss Life suffit pas à gérer cette croissance que vous avez et que vous anticipez sur le PER. Exactement, comme vous le savez, on parle même d'hypercroissance puisque on est l'année dernière à 40% de croissance. Sur le PER, ça va aussi très très vite. Donc effectivement, on est obligé d'ajouter aux côtés de nos partenaires assurantiels existants de nouveaux partenaires qui vont nous accompagner et qui vont être très complémentaires de ceux qu'on a déjà. Et c'est quoi alors les critères pour trouver un partenaire complémentaire et avec lequel ça se passe bien Alors déjà, il y a un critère humain. Il faut qu'on s'entende bien avec nos partenaires. Il faut qu'ils partagent les mêmes valeurs que nous. C'est des valeurs qui sont très fortes, de savoir vivre ensemble, de savoir travailler en équipe, de transversabilité des différentes activités du groupe. Et puis aussi la digitalisation sur laquelle on veut accélérer dans les prochains mois. Et notamment, on a fait un très beau partenariat, et c'est un peu mon coup de cœur de cette année avec Garance, qui est très avancé sur le digital, qui est capable aussi d'absorber notre collecte, qui est donc en forte croissance. Et donc, nous sommes très fiers de faire ce partenariat qui est totalement complémentaire avec nos partenaires existants. Les équipes de Garance sont agiles, sont très souples, sont tout le temps à l'écoute, sont ultra réactives. Il faut vous dire que dans un groupe comme le groupe Premium qui gère 17 milliards d'encours, c'est vrai que j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous recevez quelqu'un du groupe Premium, on a 1 milliard de plus. Comme Olivier Farouz est venu la semaine dernière, je crois que les encours n'ont pas changé à ce point-là. On avait déjà le chiffre de 17 milliards. Non, ça ne change pas d'une semaine à une autre, mais tout ça pour dire on est obligé de travailler avec des partenaires qui sont capables d'absorber notre croissance. Donc, pour nouer un partenariat avec un nouvel assureur, généralement, ça prend entre 18 et 24 mois. Et dans le cas de Garance, en 6 mois, le partenariat il a été scellé. Donc on est extrêmement fiers et extrêmement heureux de ce nouveau partenariat. C'est-à-dire que c'était une forme d'évidence, quoi. C'était une forme d'évidence, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Alban. Merci d'être venu nous parler du PER, de l'innovation financière que vous apportez pour le développement de cette offre PER chez Neolife et au sein plus généralement du groupe Premium. Alban de Follin, cofondateur de Neolife, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Be Smart for Change, à retrouver bien sûr en replay sur besmart.fr.